Merci pour cette invitation. Alors, vous avez donné à cette rencontre le titre de controverse. Je ne sais pas sur quoi exactement il y aura controverse, mais il y aura forcément des désaccords, sinon entre nous, au moins avec une partie de la salle, puisqu'on est dans un moment de toute façon de désaccord, et c'est en grande partie normal. L'essentiel, c'est quand même de voir où on va tous ensemble avec nos désaccords, et quel que soit le désaccord. Donc on m'a demandé de parler en tant qu'historienne et de voir en quoi l'histoire peut éclairer les problèmes du présent, ou au moins certains d'entre eux. Je vais donc parler comme historienne pour remplir le contrat, en disant tout de même, pour commencer, que nous sommes dans un moment où l'articulation des sciences sociales et de l'action est quelque chose de difficile, pas toujours facile à comprendre ou à accepter. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un moment de position tranchée, de positionnement souvent sans nuance, et ce n'est pas nécessairement une critique. Contre la violence, par exemple, il faut être sans nuance. Alors que vous voyez que la perspective de l'historien par rapport à une question comme celle de la violence, c'est nécessairement une perspective beaucoup plus distante, distanciée, qui va donner une certaine normalité finalement à la violence. Donc voilà, ça peut poser problème de tenir un discours d'historien, et par définition, la perspective du chercheur, elle implique la distance, et donc elle intègre toute la complexité du social. Elle peut être en décalage avec les impératifs de l'action et les impératifs militants ou citoyens. Et pourtant, tout le monde aujourd'hui invoque l'histoire en Tunisie et à propos de la Tunisie, au point que même moi, qui suis historienne, je préférais qu'on parle un peu plus du présent et un peu moins du passé. Sincèrement, à titre personnel, je préférais plus d'implication dans les problèmes économiques et sociaux du pays et moins de sollicitation de l'histoire. Il faut prendre conscience que nous connaissons mal la société tunisienne dans son état présent. Nous aurions besoin de beaucoup plus d'implication d'économistes, de sociologues de terrain, voire d'anthropologues. Ce que nous connaissons le plus mal, c'est l'état actuel de la société tunisienne. Non pas qu'il soit inutile de repenser certains points de l'histoire tunisienne, mais si l'histoire doit servir à nourrir en priorité un débat sur l'identité nationale, c'est au détriment d'autres priorités, et moi je le déplore fortement. Cela étant, la réflexion aujourd'hui sur l'histoire tunisienne, elle est incontournable, elle est parfaitement légitime aussi dans un moment de refondation politique et dans un moment d'écriture de la Constitution. Et l'histoire, elle nous accompagne depuis le début de la Révolution. C'est-à-dire qu'on a vu tout de suite, dès les premiers jours de la Révolution, l'explosion d'une référence à l'histoire tunisienne, avec notamment l'invocation de la première Constitution de 1861, la référence au soulèvement, au grand soulèvement de 1864, la réémergence de la figure de Khaireddine, etc. Et puis, de manière surprenante, au lieu de se projeter dans l'avenir, depuis, grosso modo, le moment de la campagne électorale de l'automne 2011, on a eu l'impression que, au lieu de discuter de l'avenir, on discutait de plus en plus du passé. Très vite, on a vu, par exemple, je prends un exemple, tout le débat sur Ali Douaji et le groupe mouvement littéraire Tahtsour, mis en cause donc par Monsef Ben Salem. Et pour moi, notamment, cet épisode a été le signe d'un phénomène de fond qui surgissait, de réinterprétation de toute l'histoire moderniste et de remise en cause de toute l'histoire moderniste. Aujourd'hui, comme nous savons tous, il y a une polarisation très forte de la vie politique et du débat politique, donc qui se cristallise autour, grosso modo, de deux visions du monde et de l'histoire. En fait, je pense que la situation est plus complexe et que cette bipolarisation ne se réduit pas à l'affrontement de deux partis, Nahda et Nidetouz. Mais grosso modo, on a deux projets dont le point d'achoppement est fondamentalement la question du bourguibisme et de ce qu'on en fait. On a d'une part donc un projet islamiste qui
qui est plus ou moins transnational, et qui, dans le cadre de l'histoire tunisienne, invoque une révision radicale, complète du bourguibisme, voire son éradication, et qui brandit les victimes de la répression bourguibiste. Et à ce désir de révision, on peut aussi adjoindre tous ceux qui demandent justice au nom du youssefisme, par exemple. Et comme vous le savez, le clivage youssefiste a ressurgi d'une manière quand même assez inattendue après la Révolution, avec notamment certains des principaux personnages politiques de l'heure qui ont eu un père youssefiste et pour qui cette histoire est totalement inscrite dans leur biographie. Et d'un autre côté, on a les courants laïques, laïcistes, qui, sous la bannière de Nid et Tounes, sont au contraire dans une volonté de résurrection du bourguibisme, y compris par une mimétique du chef qui est parfois assez caricaturale. On invoque aussi, comme l'a fait Abdelwaheb Beddeb récemment, les kébalistes, Raïd Sepsi comme Mustafa Kemal après Bourguiba. Et il y a de la part de ces courants modernistes référence à une identité tunisienne inviolable, un islam tunisien bien spécifique et qui ne saurait être mise en cause par l'influence de prédicateurs orientaux, de donneurs de leçons à la solde du Qatar ou de l'Arabie Saoudite. Moi, ce qui m'inquiète en tant que citoyenne, c'est l'écart croissant de ces deux visions du monde, dans lesquelles je ne me reconnais d'ailleurs pas de manière satisfaisante, l'une comme l'autre évidemment. Et en tant qu'historienne, je pense qu'on doit travailler à une perspective plus diffractée pour aider à dépasser ce clivage. C'est-à-dire que ce clivage, en tant qu'historienne, ne me satisfait pas. Et je voudrais donc prendre quelques points de réflexion, ou vous proposer quelques points de réflexion, de manière non exhaustive, je le dis tout de suite. Alors, du point de vue des islamistes, pour aller vite, il y a deux points, disons. Leur mise en cause, tout d'abord, du bourguibisme est instrumentale, assurément. C'est par exemple, j'ai eu des échos qu'il y a le projet que la justice transitionnelle, que le processus de justice transitionnelle débute chronologiquement le 20 mars 1956, qui est la date de la fête nationale, bien sûr, de la fondation de l'État indépendant. Donc tout un symbole, ce qui évidemment peut susciter un fort désaccord. Mais en même temps, on ne pourra pas faire l'économie d'un bilan du bourguibisme et d'un bilan de ces répressions. On a eu la révélation, donc, dans les semaines qui ont suivi la Révolution, qu'il existait toute une histoire sous le tapis, toute une mémoire meurtrie des familles, des quartiers, des régions entières qui n'ont pas digéré la répression bourguibiste. Donc il faudra en passer par là, faire le procès finalement de manière plus neutre sur le mode marocain peut-être de l'instance équité et réconciliation. Il faudra de toute façon en passer par ce bilan, sinon il n'y aura pas de reconstruction nationale possible si les clivages de Bizerte ou du youssefisme sont toujours prêts à jouer. Et on sait que le vote islamiste a été en partie produit par cette souffrance refoulée et qui est ressortie. Un deuxième point très différent, pour les islamistes, je ne vous apprends rien, il y a un reproche sempiternel qui est fait aux modernistes, ou aux modernistes laïcs, disons, le reproche d'inféodation à la France et à l'Occident. Alors c'est un reproche qui, en fait, d'une certaine façon, est un peu tombé, je dirais, depuis la Révolution, ou en tout cas qui a fait mouche depuis la Révolution, puisque, comme on constate tous, la société tunisienne est devenue beaucoup plus arabophone, notamment. Mais il y a effectivement une sorte de retour vers le modèle français avec le débat sur la laïcité. Et récemment, l'affaire des Femen, par exemple, confirme une sorte de continuum politique, au moins autant que culturel, qui donne prise évidemment aux critiques islamistes, et combien. Mais pour désamorcer cela, je dirais, comme historienne,
qu'il faut faire passer cette réalité historique, que l'ouverture de la Tunisie à l'Europe est une réalité séculaire, depuis le Moyen-Âge au moins, depuis que les souverains hafsides recouraient à des milices chrétiennes, depuis que des artisans chrétiens européens s'installaient, vivaient à Tunis. Cette donnée-là, que je pourrais développer évidemment beaucoup plus longuement, mais cette donnée-là, elle a été constitutive aussi de la société tunisienne, et ce bien avant la colonisation. C'est-à-dire que à intégrer cette ouverture à l'Europe, on n'est pas nécessairement dans un schème du colonisé. Et la langue tunisienne aussi est le reflet de cette réalité, qui est une réalité, j'y insiste, séculaire. Mais il faut qu'on pense cette porosité avec l'Europe comme on pense la porosité avec l'Orient, en tant qu'élément structurel et non pas comme un accident de l'histoire. Ces deux dimensions font partie de nous. Il y a une histoire dans toutes ces dimensions, dans tous les points cardinaux, y compris une histoire dans la relation aussi avec l'Afrique subsaharienne, avec la douloureuse question de l'esclavage qui ressurgit également aujourd'hui. Et donc, du point de vue maintenant des modernistes laïcs, si je puis dire, je crois qu'il faut réciproquement intégrer aussi l'idée que la pression de mouvements politico-religieux venus d'Orient n'est pas du tout un phénomène inédit. Ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus comme ça du jour au lendemain. Ça a travaillé, ça a traversé toute l'histoire tunisienne, et sans remonter plus haut dans le temps, aux Fatimides par exemple, prenons le cas de la fin du XIXe siècle, toute l'histoire de la fin du XIXe siècle, on a une administration coloniale française qui s'alarme en permanence des mouvements qu'on appelait à l'époque pan-islamistes, des idées pan-islamistes, donc la circulation en Tunisie de prédicateurs venus d'Orient et d'un complot également pan-islamiste. C'est une histoire là qui est très similaire à celle que nous vivons aujourd'hui, où on avait donc des missionnaires, des prédicateurs, plus ou moins déguisés parfois, qui venaient de Turquie, d'Égypte ou du Soudan, avec le mahdisme du Soudan, donc une situation très semblable. N'oublions pas que le grand réformateur Mohamed Abdou, par exemple, a fait partie de ces orientaux qui, de manière plus ou moins secrète selon les moments, venaient prêcher un autre rapport à l'islam, et que Mohamed Abdou a fait partie de ces gens qui ont prêché contre les awliyas, contre les confréries. Donc tous ces mouvements qu'on décrit aujourd'hui comme attentatoires à l'islam tunisien, ils existent dans l'histoire et ils se répètent, ce qui devrait d'une certaine façon nous rassurer. C'est-à-dire que c'est une situation qui a déjà été vécue par la société tunisienne et qui a été dépassée. Par exemple, la propagande wahhabite, elle s'est dirigée vers le Maghreb dès l'instauration du régime wahhabite en Arabie Saoudite, et dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, il y a eu une résistance tunisienne, alors que cette propagande wahhabite, elle a été très bien reçue au contraire au Maroc, au point que le roi du Maroc, et surtout l'un d'entre eux, a été quasiment wahhabite, puis ça a reflué. Donc tout cela s'inscrit dans des cycles, dans des vagues, des flux et des reflux. Le salafisme lui-même a une histoire qui est inscrite sur le territoire tunisien, y compris avec des épisodes ponctuels de gens qui prétendent instaurer un ordre de la vertu, l'amr bil ma'rouf, etc. Quant au sein et au phénomène du maraboutisme, on s'est beaucoup ému à juste titre de toutes les destructions de mausolées qui ont lieu récemment, mais là aussi, pour être juste envers l'histoire, si vous voulez, il faut voir qu'en Tunisie même, le culte des saints a été régulièrement contesté dans l'histoire, tout comme l'histoire du Mawlid par exemple. Ce n'est pas une fête qui a été instaurée paisiblement de toute éternité. Il y a eu régulièrement des personnages religieux, des courants, pour venir contester la légitimité du Mawlid Nabawi en le dénonçant comme Béda'a, même si d'autres disaient oui, mais c'est une Béda'a Hasana. Donc ces débats que nous avons vécus récemment et qui ont beaucoup choqué la société tunisienne, il faut voir que c'est quelque chose finalement à lire sur le long terme, de récurrent. C'est une négociation
Et l'islam tunisien lui-même est le produit de ces négociations, de courants contradictoires, même si, de fait, le résultat final, le produit final, est effectivement un islam qui fait une large part à la sainteté, voire au confrérisme. Mais sur cette question du maraboutisme, il faut voir qu'on est en fait dans des formes de recours un peu instrumentales à l'histoire. Bourguiba a été le premier à pourfendre le maraboutisme, les awliyas, les confréries. Il ne faut pas oublier la virulence de ses discours contre ce personnel religieux, contre les awliyas, qu'il traitait d'obscurantistes, voire de suppôts du colonialisme, de gens hostiles à la modernité. Une des premières décisions de l'État indépendant était la loi de 1957 qui confisquait les biens des awliyas. Donc, il y a quand même une torsion de l'histoire aujourd'hui lorsque on lit ensemble la figure de Bourguiba et la défense des awliyas. Il ne faut pas oublier que c'est seulement à la fin des années 1980 qu'il y a eu une certaine réhabilitation des awliyas, qu'on a commencé à rouvrir un enseignement religieux dans certaines d'entre elles, notamment parce que c'était apparu comme le moyen de défendre un islam local, un enracinement local, contre le transnationalisme des mouvements islamistes qui se développaient donc à la fin des années 80. Et Ben Ali a poursuivi sur cette voie, notre islam contre l'islamisme, et le même phénomène s'est produit au Maroc, puis de manière beaucoup plus récente en Algérie. Donc, aujourd'hui, bien sûr, il faut défendre ce patrimoine que représentent les mausolées, mais en ayant conscience de cet arrière-plan politique qu'il y a derrière ces positionnements, disons, favorables ou patrimoniaux. Il ne faut pas avoir la mémoire courte et il faut comprendre que les attaques contre les awliyas s'inscrivent dans une histoire plus longue. Alors, de manière plus générale, je voudrais appeler l'attention sur deux phénomènes, si je ne suis pas trop longue. La première, c'est qu'il y a un danger, selon moi, à s'enfermer dans l'idée d'une exception historique tunisienne. L'exception tunisienne dans le monde arabe. Bon, c'est une idée importante, c'est une idée qui fait du bien, bien sûr, au narcissisme national, qui fait du bien au patriotisme. Alors, on en use abondamment. La Tunisie, comme premier pays à avoir aboli l'esclavage, donc en 1846. Le premier pays à avoir une constitution dans le monde arabe, 1861. Le premier pays pour l'instruction, le premier pays pour le statut de la femme. Tout ça est vrai, mais il ne faut pas perdre de vue non plus la précarité de cette histoire. L'abolition de l'esclavage, la première, n'a pas été appliquée, il a fallu la réitérer. Elle a été réitérée dans les années 1890. De même pour la Constitution de 1861, elle a été suspendue dès 1864 avec la révolte de Ben Arder. Donc tout ça doit nous donner un sentiment de précarité des acquis et le danger de s'enfermer dans une histoire close avec l'idée d'un destin autonome et singulier de la Tunisie. Dire, si on avait tous ces atouts en main, et si tôt, si vite, pourquoi la dictature à ce moment-là? Il n'y a pas de téléologie rétrospective et on doit être fier de cette histoire, mais dans le sentiment justement de sa fragilité, de sa précarité. De même qu'on doit avoir conscience donc d'une double ouverture, ou d'une multiple ouverture sur l'Orient, sur l'Europe, on n'est pas dans une histoire isolée. Ainsi, pour la figure de Bourguiba, qui est totalement héroïsée aujourd'hui, je crois qu'on ne lui enlève rien si on prend en compte que le bourguibisme n'est pas un moment duplicable. Ce n'est pas, je sais que vous avez bientôt une rencontre sur Bourguiba la semaine prochaine, mais le bourguibisme n'est pas un système transposable au présent. D'abord, parce que ça nous a mené à la dictature, ça c'est mon point de vue, donc c'est une objection forte à mon sens, mais aussi parce que c'est un moment politique qui a été inscrit dans l'histoire, et pas seulement dans l'histoire tunisienne, et qui a été circonscrit dans l'histoire. C'est un moment autoritaire, qui est un moment spécifique. Alors on peut dire bien sûr que la Tunisie était plus avancée que d'autres pays, mais tout ça s'inscrit dans des dynamiques beaucoup plus amples.
le réformisme de Khairuddin s'inscrit bien sûr dans le mouvement des réformes ottomanes, des tanzimat ottomans, et dans le réformisme aussi de Mohamed Ali en Égypte. Bourguiba, émancipateur des femmes et despote éclairé, bien sûr c'est le modèle Kemal Atatürk, son inspirateur direct, mais il y a eu aussi à l'époque le Shah d'Iran qui a pratiqué la même politique, notamment de dévoilement des femmes, y compris de dévoilement forcé, qui a également pratiqué une forte modernisation avec un accent marqué sur l'instruction. Zafar Shah en Afghanistan a eu la même politique modernisatrice et de dévoilement des femmes. Et donc, ces exemples nous renvoient à cette espèce de fourche, si vous voulez, qui a eu à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, où il y avait finalement deux options réformistes, réformatrices, une option religieuse et une option laïque ou séculière, qui, dans les cas que je viens de citer, l'a emporté, y compris par la force. Et c'est ça aussi qui fait retour aujourd'hui. C'est-à-dire que ces pays de modernisation autoritaire sont aussi des pays où il y a eu un retour de bâton islamiste, lui-même autoritaire souvent. Regardez, Turquie, Tunisie, on a un retour sous forme partisane, je dirais. Iran, Afghanistan, un retour de bâton le plus brutal. Donc il faut aussi se comparer pour se comprendre, et se comparer aussi hors du monde islamique. Par exemple, sur la question du statut des femmes, et des craintes légitimes aujourd'hui pour une mise en cause des acquis concernant les droits des femmes, la situation pour moi est assez comparable à celle qu'on a observée dans les pays du bloc communiste après la chute du mur. C'est-à-dire que la chute des communistes a d'abord mis en cause, par exemple, une politique de santé socialiste qui protégeait les femmes, avec notamment le droit à l'avortement. Mais aussi, on a observé dans ces contextes le retour, finalement, après la chute du communisme, de courants religieux, de sensibilités religieuses qui avaient été fortement réprimées, comme les islamistes, de toute façon, avaient été réprimés. Et tout ça va remettre en cause les droits des femmes, de la même façon qu'on l'a vu en Tunisie. En Pologne, on a vu immédiatement une mise en cause du droit à l'avortement, y compris pour les femmes violées. Et sur ce plan comme sur d'autres, moi je ne vois pas beaucoup de différence entre le discours de certains islamistes tunisiens et celui de certains néoconservateurs américains, par exemple, qui disent que leur programme c'est la Bible et qui vont disserter sur la physiologie féminine. Donc je crois que c'est important aussi de déspécifier l'histoire tunisienne, même si on a envie d'insister sur une exception tunisienne, parce que je dirais que cette ouverture, elle nous aide à vivre les crises du présent et à les dépasser, à sortir d'une sorte de huis clos national qui est difficile. Et à inscrire aussi ces crises dans des traditions, dans des cycles dépassables. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur l'intériorité, notamment l'antériorité, et l'intériorité aussi, de ces mouvements wahhabistes, salafistes, etc., venus d'Orient. Dernier point par lequel je vais au contraire mettre l'accent sur une spécificité tunisienne. Je crois que l'observation des autres pays en révolution et de la Tunisie nous amène au constat que la Tunisie a un atout extraordinaire. C'est que la société tunisienne a le sens de l'État. Elle a une forte attente du côté de l'État parce que l'histoire lui a donné le sens de l'État. On ne voit pas beaucoup de confiance dans la classe politique, dans la nouvelle comme l'ancienne. Donc il y a un problème de crédibilité des partis et des militants politiques. Mais le sens des institutions est là, et le sens de l'État est là, à mon sens. Et c'est pour ça qu'il y a bien moins de violence en Tunisie que dans d'autres pays. La population ne se fait pas justice elle-même. Je pense par exemple à l'Égypte et à ces explosions terribles de violence auxquelles on a assisté, avec récemment le cas de deux jeunes gens qui ont été lynchés par la foule, deux adolescents. Donc, la population ne se fait pas justice elle-même en Tunisie, et c'est pourquoi le meurtre de Chokri Ben Aïd a été un tel électrochoc
pour l'ensemble de la société, toute sensibilité confondue d'ailleurs. Donc il n'y a pas de normalité de ce type de pratique en Tunisie, touchons du bois, et l'histoire n'y a pas normalisé cette violence de la tradition, dans la tradition politique. Alors que tant d'autres pays, y compris des pays comme l'Italie par exemple, en Italie, l'assassinat politique s'inscrit malheureusement dans une longue tradition avec des assassinats politiques imputables aussi bien à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite. Donc ça c'est quelque chose de capital pour aller de l'avant, le sens de l'État et du rôle de l'État, et ça ne souligne que mieux malheureusement, je dirais, la déficience du chef de l'État, qui ne s'est construit aucune stature morale, qui n'a aucunement tenté de réinterpréter la notion de présidence en référence à ce sens profond de l'État qui est inscrit dans la société. Donc, partant d'un modèle présidentiel qui était plus qu'autoritaire, clairement dictatorial, il aurait pu construire, en récusant la dictature, une stature forte malgré tout de la fonction présidentielle, se placer au-dessus des partis. Et pour moi, ça a été une erreur politique majeure de n'avoir pas, au moins dans le domaine des libertés, capitalisé l'attente, à défaut, j'y reviens, d'une effective action économique et sociale. Donc ce qui menace la démocratie aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'investissement massif de l'État par des membres du parti majoritaire, car après tout, soyons optimistes, y compris dans de grandes démocraties comme l'Angleterre ou les États-Unis, cette pratique existe, c'est ce qu'on appelle le système des dépouilles, et donc il y a une alternance, un investissement tour à tour par les partis au pouvoir de l'administration. Ce qui me paraît aussi une menace à la démocratie, c'est cette mise entre parenthèses finalement du chef de l'État. Alors voilà, il y a d'autres points sur lesquels j'aurais aimé intervenir, la question du fascisme notamment, mais je ne veux pas abuser du temps, et donc je cède la parole à mes collègues. Bonsoir. Moi j'aime beaucoup cette idée de huis clos en fait. C'est vraiment, enfin personnellement ce que je ressens à Tunis et en particulier auprès d'une certaine couche sociale, une couche de population plutôt favorisée depuis un certain temps, qui a tendance, je trouve, à s'enfermer dans beaucoup de choses qui ont été évoquées juste avant, notamment cette idée de mythification du bourguibisme qui, moi, me semble très dangereuse, et je serais ravi d'en discuter avec vous après, mais je trouve ça vraiment très problématique, et je pense que ça participe enfin, c'est pas le principal, mais d'un gros problème aujourd'hui en Tunisie, c'est une crise des élites qui se retrouve, et là je suis d'accord avec vous, dans les partis, plus que d'ailleurs dans les militants, dans les gens qui structurent ces partis aujourd'hui, que ce soit les secrétaires généraux, les dirigeants eux-mêmes. Moi, je voudrais vous raconter en fait une... Je sais pas si on fait ça. Ça marche. Bon, en tout cas, ça marche. Je voudrais vous raconter en fait mon dernier reportage, en fait, parce que c'est que j'ai mis en ligne aujourd'hui sur Mediapart. Ça me semble assez symptomatique de ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie, en tout cas dans les régions, ce qui est principalement ce pourquoi il y a eu la révolution tunisienne, hein, c'est-à-dire le déclassement des régions, c'est de l'accès parti, et en particulier d'une ville qui s'appelle Kasserine. Moi j'y retourne depuis la révolution, j'y retourne à peu près tous les 6 mois pour voir ce qui se passe un peu là-bas, aussi bien au niveau économique que politique, savoir comment est-ce que ça évolue en termes de représentativité, au niveau de la municipalité, voilà, au niveau du gouvernorat. Et donc là, j'y étais retourné il y a 2 semaines pour essayer de voir un peu où en était le maire adjoint, enfin le maire adjoint et sa municipalité. Donc juste pour vous donner un peu quelques éléments pour ceux qui connaissent pas Kasserine, ce sont des gens qui ont été nommés par la population à l'été 2011. Il y avait une municipalité qui avait été portée juste après la Révolution, qui a été plus ou moins chassée par les habitants. Et ils ont préféré nommer un avocat qui avait été aux avant-postes un peu de la Révolution en décembre-janvier 2011, et son adjoint qui était aussi avec lui pendant les manifestations. Les 2 personnes s'appellent Maher Bouadzi pour l'avocat, et Rida Abbassi qui est instituteur pour son maire adjoint, qui s'occupe de tout ce qui est l'urbanisme et de la coopération avec des pays étrangers, ce genre de choses. Et donc ces 2 personnes-là sont depuis l'été 2011 bénévoles à la municipalité de Kasserine. Et comme toute la municipalité d'ailleurs, ils se partagent leur temps entre leur activité professionnelle quand ils le peuvent et la municipalité.
Ils ont affaire face à des contingences très importantes, puisque pour vous donner une idée, Kasserine, c'est quoi? C'est 85 000 personnes à peu près, rien que pour parler de la commune, enfin de la ville, je ne parle pas de l'agglomération et le gouvernorat dans son ensemble. Ils ont un budget annuel, enfin en tout cas ils avaient en 2011, le budget que leur a alloué le ministère de l'Intérieur sous la dictature, de 2 millions de dinars, 1 million d'euros. Juste pour avoir une idée, une ville comme Pau, bon, je sais bien, c'est pas très comparable, mais en tout cas, le nombre d'habitants est somme toute le même. Pau, c'est 110 millions d'euros quand même, pour faire fonctionner le service public, la voirie et tout ça. Et à Kasserine, ils ont le même problème, c'est-à-dire que les routes, l'évacuation, l'éclairage public, tout ça, ça ne change pas d'une ville à l'autre. Voilà. Donc c'est vous dire un peu l'état dans lequel a été laissé Kasserine par la dictature, et aujourd'hui, les contingences auxquelles font face la municipalité. Ils ont réussi à doubler, à porter ce budget à 5 millions de dinars, et je voulais simplement savoir ce qu'ils en avaient fait. C'est vrai que là-bas sur place, c'est un des derniers endroits de Tunisie où, quand je me suis baladé avec eux, avec donc ce maire adjoint, j'ai vu des Tunisiens qui allaient vers leur maire pour leur demander des choses, les inviter chez eux. Il y avait une très grande cordialité, ils étaient très proches d'eux, et ça faisait plaisir parce que c'est pas vraiment le tournant que prend en fait le peuple tunisien avec sa représentativité électorale. Il y a une grande défiance aujourd'hui du politique aujourd'hui en Tunisie qui va croissant. Enfin, moi je le constate à chaque fois que je vais faire un reportage quelque part, que ce soit à Sfax, à Tunis, à Medni, enfin partout. Là pour le coup c'était assez original de voir que 2 ans après donc, leur prise de fonction, ces gens-là étaient encore très pas célébrés, mais disons très aimés et très appréciés de la population qui les avait nommés à ce poste-là. Ils font ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire que c'est une ville où il y a les 3/4 des habitations qui ne bénéficient pas de l'éclairage public le soir, donc vous imaginez tous les problèmes, même si vous êtes une femme pour sortir le soir, même si vous êtes un homme d'ailleurs, pour les problèmes de sécurité, tout ça, c'est extrêmement compliqué. Les 3/4 des maisons n'ont pas de système pratique d'évacuation de l'eau, donc du coup ils font comme ils peuvent. C'est des choses, rien que par exemple pour refaire l'ensemble des routes de la cité Zour qui domine un peu Kasserine, qui est la cité qui a donné la majorité des 21 martyrs donc pendant la Révolution, ça a coûté 4 millions de dinars. Donc vous voyez bien qu'avec le budget qu'ils ont, c'est pas facile, ils sont du coup un petit peu endettés, voilà. Ce que je vous raconte cette histoire-là, c'est pas uniquement pour parler de ce maire adjoint ou de ces gens, ou de Kasserine, ou tout ça. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que une partie des députés, quand ils ont été élus, notamment de cette région-là, s'étaient engagés à peser pour un rééquilibrage régional. Donc, ils avaient dit, la Révolution, c'est aussi venu des régions, c'est surtout venu des régions. Il faut mettre fin à cette marginalisation sous l'ère coloniale, après qui a été continuée sur Bourguiba et continuée sous Ben Ali. On va essayer de mettre fin à ça avec, certes, nos moyens, les petits moyens de la Tunisie, mais on va s'y employer. En 2012, la loi de finances 2012 qui a été votée octroie un certain nombre de projets, donc, mais c'est quoi, pour Kasserine, c'est peut-être 21 millions de dinars. Ça se porte en un service d'urologie, un service de cardiologie pour le seul hôpital qui sont budgétés avec un calendrier. C'est voté par l'ANC en 2012, une loi de finances. Donc voilà, c'est la loi. Quand je suis retourné donc, à Kasserine il y a 2 semaines, je me demandais effectivement est-ce que tout ou partie de ces projets avaient été menés à bien. Rien n'a été mené à bien. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand vous discutez avec des gens là-bas, y compris le maire adjoint, ils vous disent c'est du vol. La loi de finances 2012 stipule qu'on devait avoir un ensemble de projets à hauteur de 21 millions de dinars, dont des projets de redéveloppement agricole, des choses importantes, des choses qui permettaient aux gens de voir que ça bouge. Dans le seul hôpital du gouvernorat, il n'y a pas de service d'urologie, il n'y a pas de service de cardiologie qui fonctionne aujourd'hui. Il y en a un qui fonctionne à 60%, mais il ne fonctionne pas en... Enfin voilà, c'est vraiment très ressenti comme quelque chose de très difficile. Et de cette loi de finances 2012, rien n'a abouti. Alors j'essaie de comprendre pourquoi, c'était un peu le sens de l'article. Est-ce que c'était... il y avait un problème au niveau du gouvernement, il y avait un problème au niveau du gouvernorat. Il s'avère que c'est visiblement un peu les deux. Le gouvernorat qui est donc aujourd'hui tenu par quelqu'un nommé par Narda, qui s'était fait dégager entre guillemets pardonnez-moi pour l'expression, mais c'est celle qui convient, de Gendouba quelques mois avant et qui a été nommé à Kasserine l'été dernier, si je me souviens bien, enfin c'est pas très important.
ce gouverneur-là est malade physiquement, donc ça c'est pas de sa faute, mais néanmoins il est relativement inapte à mener des projets, il ne signe aucun document et il n'ouvre pas sa porte du gouvernorat aux maires ni aux journalistes d'ailleurs, puisque c'est de tous les gouverneurs à qui j'ai demandé une interview, c'est le seul qui ne m'a pas accordé d'interview. Les gouverneurs de Kasserine précédemment m'en avaient accordé un sans problème et avec plaisir. Donc voilà, donc il y a déjà un gros problème au niveau du gouvernorat, il y a aussi un autre problème au niveau de l'ingénierie gouvernementale. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est quelqu'un qui s'appelle Youssef Cherkou, qui est élu à l'ANC et qui explique que en fait il y a 50% des ressources qui ont été allouées dans la loi de finances 2012 qui n'ont pas été utilisées par le gouvernement. Voilà, tout simplement. Ils avaient l'argent, ils ne l'ont pas utilisé. Et quand on va à Cassis ou à Gafsa ou dans des endroits comme ça, c'est vraiment un crève-cœur parce qu'on voit très concrètement ce à quoi cet argent pourrait servir et il n'est pas utilisé. Tout ça pour vous dire que, et je ne vais pas non plus m'attarder parce que sinon on n'aura pas le temps de débattre, voilà, je pense que c'est intéressant de débattre. Ça pour vous dire qu'on a beaucoup passé de temps dans l'année 2011, préélectorale et même post-électorale, à juger Narda, à juger ces gens, à leur dire, voilà, bon, c'est dangereux, ils vont pas être en capacité de gérer la Tunisie, c'est, voilà, bon, on n'est pas comme ça, la Tunisie, on est une exception, on n'est pas un pays... comment dire, musulmans, conservateurs, comme ils essayent voilà, d'imposer un modèle, etc. On a fait beaucoup de procès-intention à ce parti. Je me souviens très bien que des gens qui sont aujourd'hui au bureau exécutif de Nidé Touznes m'expliquaient sur Bourguiba tranquillement que si Narda est arrivé au pouvoir, ce serait l'Afghanistan en Tunisie. Je l'ai noté, enfin je l'ai consigné d'ailleurs dans le livre, c'était en on, des entretiens en on. On voit tout le ridicule de la chose. Moi je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de se sortir un petit peu de ces idées de religion, pas de religion, moderniste, pas de moderniste, et voir concrètement ce qu'ils font. Et concrètement ce qu'ils font, c'est un désastre, hein, je veux dire, au niveau de la gestion du gouvernement, c'est un désastre. C'est un désastre parce que la répression, on a tous en tête ce qui s'est passé à Siliana quand ils ont tiré à la chevrotine sur des gens, y compris des journalistes, en septembre dernier. Ils recommencent, hein, les policiers aujourd'hui continuent à tirer sur les gens avec des fusils à chevrotine. Donc c'est soit deux choses, soit c'est une volonté gouvernementale, soit ils ont été incapables de réformer le ministère de l'Intérieur ensemble. Dans les deux cas, c'est problématique. Quand vous ajoutez à ça le fait que, économiquement, comme je vous l'ai expliqué, il y a une gestion qui est vraiment problématique, au bout d'un moment, il faut commencer à parler de ça. Le problème, et là, je pense qu'on entre vraiment dans ce qui va nous intéresser dans la controverse, c'est quand vous regardez en face les partis qui existent, notamment Nidé Touznes, c'est d'une faiblesse insigne en termes de programme. Il n'y a rien du tout. C'est-à-dire qu'il y a un schéma de pensée calqué sur une idée du bourguibisme un peu fantasmé, et le reste, ça n'existe pas. Donc il y a vraiment un problème en Tunisie de ce type. Et je pense que c'est de ça dont il faut parler aujourd'hui, davantage qu'une opposition islamiste, moderniste, qui, je trouve, n'apporte pas grand-chose, et surtout n'apporte pas grand-chose dans la compréhension de ce qui ne va pas aujourd'hui. Et le problème, ce qui ne va pas aujourd'hui concrètement en Tunisie, et c'est ce que je vous raconte un peu une conversation que j'ai eue avec le maire de Kasserine, lui me dit pourquoi c'est dramatique qu'on n'ait pas cet argent qui nous est alloué par la loi de finances. C'est très simple. Les gens ici ont voté pour des députés. Après, 50 ou 23 ans de dictature, enfin moi j'ai plutôt tendance à penser 50, mais bon bref, peu importe. Après un certain temps de dictature, ils ont réussi à sortir d'eux-mêmes pour aller faire confiance et pour aller voter des députés qui leur ont dit pas de problème, on va voter et tout ça. Ils voient que ça a été voté, ils voient que c'est pas appliqué. Quelle confiance on peut demander après à des gens comme ça d'avoir envers la démocratie, envers le système de représentation démocratique? Je pense pas que cette confiance va durer, et peut-être qu'à ce moment-là, ces gens-là qui du coup se mettront un peu de côté, se défieront un petit peu du système démocratique, c'est ces gens-là qui seront le gros, en fait, la masse des gens aujourd'hui qui font le peuple tunisien. S'ils se détournent du système démocratique, ça deviendra un vrai problème. Et je pense que c'est ça aujourd'hui l'enjeu de ce qui se passe en Tunisie, et c'est ça l'enjeu de parler de bonne ou de mauvaise gouvernance et d'identifier ce qui pose problème de manière sociale et économique. Voilà. Bonsoir, merci beaucoup tout d'abord de l'invitation. Et on est quand même à une journée particulière de l'histoire du pays, qui est le 9 avril. On célèbre aujourd'hui le 9 avril 1938,
qui, en quelque sorte, était la première mobilisation populaire face à l'occupation française. Une mobilisation qui a été dirigée par deux jeunes, que sont Ali Balaouen et Manji Slim, d'une certaine manière, et qui ont mobilisé une grande partie de la jeunesse tunisienne en 1938, et la police a tiré sur la foule, et il y a eu 8 morts ce jour-là, et qu'on célèbre depuis. D'une certaine manière, on est toujours dans ce moment-là, on n'a pas encore changé, on est dans un mouvement perpétuel de ce pays-là qui veut, ou en tout cas de la jeunesse de ce pays-là, qui s'est régénéré selon les périodes et selon les décennies et selon les moments avec plus ou moins de réussite pour s'émanciper, pour chercher autre chose, pour chercher à être maître de son destin. C'est vrai que on reviendra sur le bourguibisme. C'est notre grand corps malade, où c'est le corps qui gît devant nous et qu'on essaie de refaire vivre et qui pose aujourd'hui beaucoup plus de problèmes d'ailleurs au camp du démocrate, au camp des modernistes, plutôt qu'au camp adverse. On m'a demandé de parler en tant que militant d'un parti politique qui a joué un rôle important, on va dire, dans les dernières années de la dictature, qui s'appelle le PDP, Parti démocrate progressiste, qui était le seul parti de l'opposition radicale qui était légalisé en Tunisie, et puis après on va voir un peu comment on va évoluer. On a voulu que je parle un peu de la relation entre les partis tunisiens, en quelque sorte de multipartisme ou du pluralisme tunisien. C'est une grande question parce qu'il y a eu beaucoup d'années où la Tunisie n'a connu qu'un seul parti, le parti de Bourguiba, qui s'est mué après en partie de Ben Ali, mais au fond c'est un pays qui jusqu'au 14 janvier, au fond, vivait une situation politique très simple, très facile à comprendre. Il y avait un seul parti, il y avait une seule direction du pays, il y avait un peuple de l'autre côté qui ne pouvait être que dirigé par l'élite de ce parti-là. Et le 14 janvier, en réalité, il marque d'une certaine manière la rupture de ceci vers quelque chose qui aujourd'hui reste à déterminer, où ça va aller, ce qu'on appelle aujourd'hui la révolution, dans le sens où on est allé vers tout ce qui est possible, vers l'ouverture des possibles, vers un élargissement du champ du possible pour la Tunisie et pour les Tunisiens. Mais avant, je voulais quand même revenir sur cette notion-là de multipartisme dans la société tunisienne qui a existé dans son histoire, un peu avant l'indépendance, notamment dans la racine historique du parti de Bourguiba et le parti du Destour, qui a donné un certain nombre de scissions, et avec le parti communiste des Tunisiens qui est né en 1937, ce fut quelques partis, 3 ou 4 partis, dans le Néo-Destour, qui est une scission du parti du Destour qui a été fondé en 1921. Et ce Néo-Destour, il va prendre la direction, un peu comme ce qui s'est passé en Algérie d'ailleurs, avec une lutte intestine entre les différentes fractions du mouvement pour la libération. Et en fait, le seul programme, c'était le nationalisme, c'était la libération du pays, il n'y avait pas d'autre programme, et par ailleurs occuper l'ensemble de l'espace dans une lutte d'élimination de toute adversité possible et dans une volonté de diriger l'indépendance via un seul parti, si bien que très rapidement, après l'indépendance, tout d'abord de 56 à 59, il y a une période de transition qui va remettre en question, y compris des décrets datant du pays qui permettaient, le décret vélical sur la loi des associations permettait un certain nombre de libertés, et progressivement de 56 jusqu'à la proclamation de 57, on va réduire par des décrets de loi d'association qui sont assez liberticides et qu'on va retrouver jusqu'au 14 janvier, date à laquelle on va les abroger. Et ce qui est aussi marrant de voir dans cette période-là, c'est que le PCT va être suspendu sur une loi qui va être faite en décembre 58. Et cette loi-là,
elle va être antidatée au 7 novembre 58 parce que c'est le dernier jour avant la proclamation de la nouvelle Constitution. Et donc, à partir de cette date-là, la loi qui prévaut sur les associations et les partis, c'est une loi qui suppose que tout parti ou toute association a le droit d'exercer librement et légalement que s'il y a accord tacite de la part des autorités, sinon 4 mois de non-réponse de la part de l'administration vaut une interdiction. En plus, le secrétaire de l'Intérieur, il avait le droit de décider si oui ou non, avec un droit discrétionnaire, sans aucune obligation de justification, de dire si oui ou on accepte tel ou tel parti. En d'autres termes, dès 59, dès 63, date à l'interdiction définitive du Parti communiste tunisien, la Tunisie va rentrer de cette date-là, de 63 jusqu'à 81, dans une seule phase politique qui est marquée par le monoparti. Donc on a refusé à ce pays-là la pluralité, donc on a réduit la pluralité, parce qu'on ne peut pas imaginer un pays de 63 jusqu'à 81 sans pluralité politique, sans pluralité sociale, sans expression, sans relais organisé, toléré, accepté, structuré dans la société. Évidemment, il n'y a pas eu... c'était pas facile parce qu'il y a eu beaucoup de résistance, il y a eu les perspectivistes, il y a eu même des mouvements à l'intérieur du parti de Bourguiba, et notamment le fameux congrès, je crois, au milieu des années 70, où la question était, est-ce qu'on ouvre, est-ce qu'on va vers le pluralisme politique ou pas? Et c'était déjà à l'intérieur du parti unique un moment de discussion acharnée, et notamment marqué par l'appel des 10, des sociodémocrates dans Beige et dans d'autres personnes comme Mestier, qui voulaient aller vers le pluralisme contre un courant qui était majoritaire et soutenu par Bourguiba, qui refusait absolument toute ouverture politique du pays. Et c'est en 81 qu'on va vivre un moment de changement sur la pluralité politique, qui n'était pas un changement qui est émanant de la société, qui est émanant certes d'une lutte d'un certain nombre d'acteurs politiques, mais surtout parce qu'il y avait à cette époque-là déjà les islamistes qui arrivaient, il y avait la révolution iranienne qui était en marche, il y avait une peur bleue de développement, et d'ailleurs le mouvement Tija el-Islam et le courant initial de Nahda, c'est comme ça que s'appelait la première tendance de Nahda, en 81, les islamistes deviennent de plus en plus forts, sensiblement forts dans la société, organisés, et sous l'impulsion de Mzali et avec l'accord de Bourguiba, on va créer une mascarade, mettre en place une mascarade électorale en permettant des élections pour la première fois libres, entre guillemets démocratiques, en Tunisie, avec le seul but, c'est de montrer qu'au fond le peuple ne voulait pas que de Bourguiba, on ne voulait que de Bourguiba et de parti unique. Et les récits, notamment de Mzali lui-même dans ses livres de mémoire, notamment de Guiga, un peu plus tard, qui était ministre de l'Intérieur et qui a organisé la manipulation électorale, va reconnaître ceci, et qu'on a transformé les résultats en dernière minute, et on a donné le parti au pouvoir de Bourguiba à 95%, plébiscité par la société tunisienne, avec un score cumulant pour l'ensemble des autres partis qui se sont présentés contre, moins de 5%, et Bourguiba avait fixé le seuil de 5% pour permettre à ces partis de devenir des partis légaux. Mais la crise politique va être telle que le régime va lâcher un peu de l'Est et va légaliser quand même le mouvement de Mestier et le MDS, le parti des sociaux-démocrates, le MUP, entre autres, je pense, et deux partis qui vont obtenir leur légalisation et qui ne vont pas avoir autant ou plus d'impact que cela, mais c'était une manière déjà, en permettant une ouverture politique, d'absorber
l'attention sociale, d'absorber la crise sociale, d'absorber cette société qui voulait accéder déjà à un certain nombre de droits politiques. On ne parle pas des droits sociaux, mais en tout cas au moins le droit politique d'être représenté, d'être audible, etc. Puis après, on va traverser 50, 80, 86, où il y a là une tragédie électorale, mais déjà on sent qu'il y a une marche, une certaine velléité pluraliste. Le propos n'est pas de tracer cette histoire-là, mais de dire que la société tunisienne n'a pas de tradition politique pluraliste, de pluralisme politique, de rapport entre le parti, et que le 14 janvier, et on y vient vite parce que les années de Ben Ali étaient tristement abjectes, à part les premières années où il y a eu un climat qui était très vraiment libre. Il y avait une année et demie jusqu'aux élections d'avril 89 où il y avait une liberté pratiquement totale, où il y avait une atmosphère qui pouvait sembler ou ressembler à l'atmosphère qu'on a pu vivre actuellement, et que dès l'élection de Ben Ali, avec 100% des votes exprimés, 100% des votes exprimés, ce qui représentait 99, je ne sais combien des votes par rapport aux inscrits. Donc à part cet intermède-là, où on a légalisé 3 partis, on a toléré que le parti Nahda se présente aux élections, à partir de ce moment-là, il va y avoir une fermeture politique assez étanche, sécuritaire, avec une répression très très dure. Et le moment du 14 janvier, il est violent, et particulièrement violent pour des partis politiques qui n'étaient pas préparés. C'est qu'une dictature, fatalement, c'est tout d'abord éliminer toute possibilité d'alternative, et éliminer toute possibilité de prendre en charge la société, se dire, comme l'a fait Bourguiba en 81, je suis le seul capable de porter la destinée du pays, de la société, de m'occuper. J'ai construit l'État, j'ai construit des réformes très importantes qui renforçaient la structure de l'État, et il y avait un seul parti qui légitimait l'État, et l'État se légitimait par lui, tant il y avait une infiltration, une relation presque organique entre l'État et le parti unique. Et d'où la violence du moment du 14 janvier, en particulier pour les acteurs politiques émergents et qui vont émerger. D'ailleurs, c'est un miracle qu'il y a eu des acteurs politiques qui ont émergé en si peu de temps, structurés, plus ou moins organisés, avec beaucoup de maladresse, beaucoup d'erreurs, beaucoup de choses que dans une situation normale, ce sont des processus d'années qui permettent d'aboutir ou de développer ou de créer une élite. Tout à l'heure, je ne sais pas, je pense que c'est Pierre qui parlait d'une crise d'élite politique au sein des partis. La crise politique a été objectivement là parce que c'est des élites qui n'ont jamais, au fond, exercé, qui n'ont exercé que des pouvoirs très très limités au sein de structures politiques très... Mon parti, qui était le principal parti d'opposition, légalisé juste avant la chute de Ben Ali, on était à peu près 6 ans adhérents, dont 200 actifs ou même pas, qui n'avaient pas au fond accès à un certain nombre de possibilités, comme la possibilité de faire des réunions publiques, comme la possibilité d'écouter la population. On était d'une certaine manière craint par la population, parfois beaucoup plus que le régime, puisqu'on était source de problèmes pour les gens, beaucoup plus que la police elle-même. Donc d'une certaine manière, encore une fois, le moment du 14 janvier était relativement violent, et il va ramener la nécessité et l'obligation à des partis qui ont été dans un rapport différent entre eux, dans un rapport plutôt de solidarité contre la répression, dans un rapport de défense de droits, de défense de valeurs, de défense de principes, les droits de l'homme, le droit à la défense, les luttes qu'il y a eu dans le barreau, les luttes qu'il y a eu dans la magistrature également. C'était toutes finalement que des luttes citoyennes, civiles, pour défendre, et les partis n'étaient là que pour investir la société civile, et investir si bien que à une époque, les élections dans des associations importantes comme la Ligue des droits de l'homme ou
le barreau de Tunis se faisait par accord tacite entre ces partis-là, parce que tous leurs militants occupaient ou travaillaient au sein de la société civile, et on savait très bien que la FTDH était plutôt tenue par le pacte, que le barreau était par plus ou moins une tendance nationaliste, etc. Et donc, d'une certaine manière, le champ d'action était extrêmement limité pour ces partis-là, et la violence vient du fait que le 14 janvier, il fallait prendre tout un peuple en charge. La débandade, en tout cas conjoncturelle, des anciens du régime, parce que la population était extrêmement violente avec les anciens du régime, qui n'étaient autres que beaucoup entre eux étaient des gens qui étaient dans des postes de responsabilité, qui étaient soit dans l'État, soit dans des gouvernorats au niveau local comme au niveau national. Il y avait une position de repli qui a, d'une certaine manière, permis, ou en tout cas effrité ou affaibli largement l'État. Moi, ma thèse est de dire que malgré tout, on réussit. Pourquoi? Parce que d'une certaine manière, il y a eu une tentative qui a été faite de structurer la vie politique de l'après-Ben Ali dès octobre 2006, qui au mois de février, octobre 2005, qui au mois de février va créer le collectif 18 octobre. Le fameux collectif qui a une histoire assez intéressante parce qu'il va mettre en relation l'ensemble des partis, non pas autour d'un projet, d'un front d'opposition au régime de Ben Ali, mais dans une posture d'imaginer l'après-Ben Ali. C'est-à-dire dans un moment constitutionnel, déjà depuis 2006. Si on lit le résultat qui a été publié en mars 2007 des travaux de ce collectif-là, on va se rendre compte d'une certaine manière qu'on n'était pas dans une logique d'opposition droit-de-l'homiste ou sur les principes, mais dans une logique d'inventer l'après-Ben Ali, et c'est dit explicitement. C'est dit explicitement dès les premiers mots de l'accord. Nous sommes là pour discuter de l'après-Ben Ali. Comment pouvons-nous imaginer une société qui rend avec le traitement qui est fait par exemple aux islamistes et le clivage qui a structuré le régime de Ben Ali de 1987 jusqu'à 2014, c'est-à-dire l'élimination pure et simple de la représentation politique d'une certaine partie, d'une grande partie de la société, c'est-à-dire tous ceux qui on peut qualifier de conservateurs, même si c'est aussi un... Mais on a découvert que c'est un corps électoral de 1 million de personnes derrière qui a voté à Narla et qui existe bel et bien et qui existe dans la société. Et d'ailleurs, même les termes du 18 octobre sont des termes d'accord. Ce ne sont pas des termes... Il y a eu une négociation, sur la femme et le genre, sur la démocratie, sur les châtiments corporels, sur tout autant de questions de rupture structurelle avec le régime. Et les termes sont des termes de discussion, de négociation. L'accord qui a été décidé entre nous, c'est un accord parce que, d'une certaine manière, on représentait symboliquement des forces sociales, des forces idéologiques dans cette société qui ne sont pas aujourd'hui exprimées ou représentées dans le cadre actuel. Notre agenda, à un moment on dit, notre agenda prévoit ceci. D'une certaine manière aussi, ce moment-là, il marque un inversement de la relation. L'agenda n'était pas l'agenda dicté par le régime de l'époque, mais dicté par un accord commun de dire voilà qu'est-ce qui est prioritaire, comment on va maîtriser. Et je pense que d'une certaine manière, la Tunisie, qui était en crise, et je vais terminer par là, et que le 14 janvier, non pas évidemment par l'élan populaire, par l'aspiration, par le rêve qui en est sorti, non pas par là, mais par la situation que pouvait décrire tout à l'heure Pierre, l'effondrement économique, la crise, la relégation d'un certain nombre de régions, c'était une crise sociale, économique très forte, très perceptible par la population. Donc cette crise-là
elle pouvait être ou elle était aggravée par une crise du vide politique, de l'inexistence de forces capables de porter l'alternance ou capables d'assumer l'alternance. Et c'est en partie, en tout cas, on le voit aujourd'hui avec la Troïka au pouvoir, qui est née de ce 18 octobre. On le voit dans les discussions sur la Constitution, qui se font sur les mêmes termes que le 18 octobre, qu'on négocie, Nada veut tirer d'un côté, nous on veut tirer de l'autre côté. Au fond, on revient en disant, voilà, le 18 octobre, vous avez dit ça. Vous avez dit ça sur la relation de la religion à l'État. Vous avez dit ça sur l'égalité homme-femme. Vous avez dit ça, et ça permet de donner des accords qui permettent de passer à l'étape suivante. Et je dirais que il y a, donc, pour conclure, il y avait dans cet accord-là les prédispositions, en tout cas les germes d'une possibilité de dépasser la crise d'une dictature, et si bien que ces germes-là se sont déployés progressivement, avec évidemment beaucoup de difficultés, avec beaucoup de dégâts, je vais dire, des dégâts qui sont en cours, qui continuent. Mais en tout cas, c'est cette phase-là qui est aujourd'hui, à mon sens, en action. Simplement, il ne faut pas être aussi rêveur. Il y a un certain nombre d'acteurs politiques qui considèrent le collectif du 18 octobre comme un collectif d'amis-amis, comme une réconciliation avec les islamistes, comme une réconciliation entre modernistes et islamistes, alors que ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est un accord entre des forces qui ne portent pas le même projet dans la société et qui ont décidé d'étudier, de voir quels sont les mécanismes à minima qui permettront à cette société de pouvoir exister et de pouvoir créer. Et donc aujourd'hui, probablement, l'échec, en tout cas de la Troïka, vient du fait qu'on a considéré que le 18 octobre était un cadre constitutif d'un front politique, alors qu'en réalité, le 18 octobre était un cadre constitutif d'un accord social et politique entre deux Tunisies qui aujourd'hui essaient de coexister. Pour tous les trois. Avant de passer aux questions, je vais profiter d'avoir le micro pour poser ma première question, parce que je vous tiens. Cette histoire dont vous nous parlez, que ce soit l'histoire de longue durée ou l'histoire plus récente, l'histoire moderne, contemporaine, des partis politiques, est-ce que vous n'avez pas tous les trois le sentiment qu'en Tunisie, elle est grandement méconnue, d'une part, et qu'est-ce que vous pourriez voir comme solution pour pallier à cela? Est-ce que l'enseignement pourrait être un bon moyen, et est-ce qu'il n'y a pas aussi un déficit d'écriture de cette histoire en Tunisie? Ça s'adresse à tous les trois. Ne vous battez pas pour répondre. On peut toujours faire. On peut toujours faire plus d'histoire, mais je ne crois pas qu'il y a un déficit d'histoire dans l'université tunisienne notamment. C'est plutôt le problème de vivre l'histoire. Bien sûr, on peut dire que l'histoire du youssefisme n'a pas été suffisamment enseignée, mais je crois que ce qui est en cause, c'est d'abord un mouvement dans la société, tout simplement, d'accepter de voir ce passif, cet héritage, d'accepter aussi, il faut le dire, de prendre en compte y compris les souffrances des militants islamistes, la torture, tout ça me paraît insuffisamment présent dans le débat actuel. Je comprends que ça puisse irriter, qu'il demande réparation alors que la question des martyrs de la Révolution n'est pas réglée, mais il faut qu'il y ait aussi un moyen de reconnaissance
de cette souffrance et sur un même plan que d'autres. Donc pour moi, le problème, il n'est pas seulement de pédagogie ou d'enseignement de l'histoire, mais un mouvement de l'ensemble de la société pour faire réellement un bilan équitable. Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Jocelyne. Et c'est un problème de réappropriation, je dirais, de reconstruction de nouveaux mythes fondateurs. Aujourd'hui, les Tunisiens ont peur de leur propre histoire. On a peur de regarder la vérité, parce qu'en réalité, la vérité elle est horrible. C'est un peu à la sortie du pétainisme en Europe. La réalité est qu'il y a une société qui était collaboratrice très largement. Et je pense, c'est pas tant qu'il y a beaucoup d'historiens courageux, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur des questions parfois très sensibles. On l'a découvert récemment, en tout cas d'une manière plus populaire et plus large, qu'il y a des gens qui ont travaillé sur les enterrés sous X fusillés à la suite des événements de Gafsa, qui ont fouillé et qui ont trouvé les corps et que les corps ont été inhumés convenablement avec les hommages et avec des funérailles normaux. Il y a eu des gens qui ont fait un travail, quand bien même on était sous dictature ou quand bien même ce travail-là ne pouvait pas se tenir et ça a éclos. Mais je pense que le problème, c'est que ça ne résonne pas parce qu'il n'y a pas eu un moment. On a parlé de huis clos tout à l'heure, mais il n'y a pas eu un vrai huis clos entre des personnes qui, à un moment, au lieu de rester sournois et silencieux, vont dire écoutez, voilà ce qui s'est passé, et puis voilà ce qui s'est passé dans nos familles, voilà ce qui s'est passé, comment on a vécu les années Ben Ali. Moi, je raconte une histoire, et ça traduit un peu ça. Sur nous aussi, moi j'étais militant et on a combattu d'une certaine manière, plus ou moins à des degrés divers. J'étais en 94, j'étais jeune, j'avais 19 ans, en plein centre-ville. En plein centre-ville, il y avait des centaines de personnes dans une rue de Paris. Il était 16h ou 17h, c'est le moment de la sortie des bureaux. Il y avait une foule énorme. La police, elle arrête un vendeur à la sauvette, elle le met dans un wagon et il le torture et le gars il criait alors qu'il y avait des centaines de personnes qui passaient. Des centaines de personnes qui passaient. Et c'est ce type. Vous êtes à Bizerte, vous vous baladez dans l'une des plus beaux endroits de Bizerte, vous passez devant le gouvernorat de Bizerte, il y avait dans le gouvernorat de Bizerte, dans un bâtiment mitoyen, un centre de torture. Vous pouvez vous balader avec votre copine et vous entendez des gens hurler de torture. Et ça, c'était au cœur de Bizerte. C'était l'une des belles plages qui pouvaient être prisées où les étudiants pouvaient se balader. Aujourd'hui, on a peur, je le sens, on a peur de faire face à cette réalité. Et le vrai problème pourrait être que les Tunisiens sautent d'une certaine mémoire et reviennent à cette histoire avec une mémoire plutôt amnésique, une volonté de non-voir et une volonté de se tourner vers soi, le passé glorieux de Bourguiba, et que ça devient une mémoire qui est une mémoire problématique entre Tunisiens, soit en étant complètement amnésique. C'est pas une question, mais juste un mot. La population est tellement jeune aujourd'hui que ces questions, qui pour vous et encore plus pour moi, qui ai vécu immergé dans la Tunisie profonde pendant 25 ans, ça leur dit plus rien à des gens qui majoritairement aujourd'hui ont moins de 25 ans. Je crains que ces questions sur l'histoire ne concernent qu'une génération, pas une génération qui a la quarantaine et plus. Peut-être que je me trompe. Moi, je suis d'accord avec vous. Je pense que en fait, le débat là-dedans, il est moins au niveau de l'enseignement et des partis et de tout ça, parce que les partis sont largement discrédités. C'est pas un hasard si la plupart des partis ont changé de nom
entre l'élection et aujourd'hui, enfin bref, je vous fais pas un dessin, mais ce qui est réel par contre, c'est qu'il y a quelque chose que la transition politique a complètement raté en Tunisie, et c'est pour ça que moi j'aime pas trop les discours un peu optimistes, et notamment la manière dont enfin voilà, j'ai un peu écouté les entretiens du président Marzouki là, ces derniers temps qu'il a accordé à France Inter, France Culture, enfin bon, tout ça. Il est quand même très optimiste en expliquant que la transition se passe bien, sans violence, etc. Bon, déjà de la violence, il y en a. Il y a eu plusieurs militants, notamment 2 militants salafistes qu'on a laissé mourir de faim en prison. C'est quand même des... Voilà, on les a tous arrêtés, on les laisse mourir de faim, après on les relâche tous. C'est quand même ça aussi la transition politique en Tunisie. Et ça dit aussi quelque chose, c'est que sur le plan de la justice transitionnelle, qui est quand même... C'est ça dont on parle, c'est pas de l'enseignement, enfin moi il me semble, hein, c'est de justice transitionnelle, d'un peuple face à son histoire, d'un peuple capable de se dire voilà, bah, il y avait 2 millions et des broutilles encartés au RCD, qu'est-ce que ça voulait dire, qu'est-ce que ça veut dire pour notre administration actuelle, qu'est-ce que ça veut dire pour l'administration qui est encore en place dans des régions comme Dila, comme Meklaoui, qui met de l'huile sur le feu tout le temps et qui attise les conflits entre tribus et tout ça, qui font plusieurs morts quand même par trimestre. Bon, qu'est-ce que ça veut dire sur l'état aujourd'hui du pays? Et ça, il y a effectivement toujours un ministre de la justice transitionnelle, mais la loi se fait attendre, elle se fait attendre depuis longtemps. Les gouvernements précédents, notamment le gouvernement de Chikaï Sepsi, a refusé un certain nombre de mesures, dont l'instauration qui avait été proposée de faire une chambre par tribunal dédiée à la justice transitionnelle. La Tunisie a perdu beaucoup de temps de ce point de vue-là, et c'est assez dramatique. Donc, effectivement, je pense pas que, malheureusement, comme vous dites, ça parle beaucoup aux jeunes générations. Ce qui parle aux jeunes générations, par contre, c'est cette question de justice transitionnelle qui n'arrive pas, qui met un temps fou à arriver. Et même aujourd'hui, où on dit que la loi serait plus ou moins écrite, et que voilà, on ne sait toujours pas quel est le modèle. Est-ce qu'il y a un modèle seulement, d'ailleurs? On parle beaucoup de modèle sud-africain. Moi, je pense que le modèle sud-africain, il faudrait quand même qu'on en discute. Le modèle marocain, bon, c'était quand même assez problématique dans le fait ok, là, il y a eu la reconnaissance de la responsabilité de l'État, mais pour le reste, il n'y a rien eu. Voilà, un modèle de justice transitionnelle pour la Tunisie, ça se réinvente, et on n'a pas passé les 2 dernières années à le réinventer. En tout cas, il y a eu beaucoup de freins qui ont été mis par les différents gouvernements successifs. Je pense que c'est une question qui est centrale aujourd'hui dans la Tunisie, et c'est une question qui est un petit peu inquiétante, en fait, moi je trouve. Je voudrais juste revenir d'un mot. Je voudrais juste revenir d'un mot sur cette question des générations. Bien sûr, pour la majorité de la jeunesse tunisienne aujourd'hui, le principal enjeu, c'est le travail, c'est de sortir du chômage, c'est la question du logement. Mais en même temps, je ne crois pas qu'il y a un oubli de l'histoire familiale qui se perd comme ça sur une génération. C'est-à-dire que d'avoir un père ou un grand-père qui a été torturé, et ça concerne des dizaines de milliers de gens, c'est évidemment quelque chose qui va marquer des familles entières, et au-delà, c'est quelque chose qui se transmet au fil d'au moins 2 ou 3 générations. Donc je crois qu'effectivement, il y a un problème de mémoire collective là qui va obérer d'une certaine façon la construction de la nouvelle Tunisie, et un problème qu'on n'a peut-être pas suffisamment vu au lendemain de la Révolution. Je suis d'accord, il peut y avoir un problème de rupture entre la jeunesse et d'une certaine manière son histoire. Cette rupture, elle a opéré pendant 23 ans. Elle a opéré sous un régime qui a organisé l'amnésie, qui a fait même disparaître Bourguiba de la scène. S'il peut revenir que pour ça, pourquoi pas. Mais d'une certaine manière, il a fait disparaître Bourguiba avec tous les symboles qu'il peut porter pendant 23 ans. On a effacé, on a organisé ça. Je pense que le mouvement inverse, il est beaucoup plus fort, qu'il y a une tentative y compris, et beaucoup plus d'ailleurs chez les jeunes, sur une réappropriation par la revisite de l'histoire de ce pays. Rien que vous allez sur Facebook, aujourd'hui le 9 avril, tous mes copains mettent des histoires du 9 avril
38 et pas que mes plus vieux des copains, mais beaucoup de mes jeunes de mes copains avec les slogans de 38, etc. Chose qui était inimaginable pour ma génération. Pour moi, j'aurais jamais pu penser, revisiter, revoir l'histoire de ce pays-là sous Ben Ali parce que je la répugnais, parce que je considérais que cette histoire-là, elle a fait qu'aujourd'hui je ne dispose pas de ma liberté, que d'une certaine manière, cette histoire officielle de l'indépendance était l'histoire du parti au pouvoir et du despote. C'était pas mon histoire. Et je pense qu'il y a un mouvement qui fait que cette jeunesse-là s'intéresse beaucoup à sa propre, beaucoup aussi à sa condition, ses revendications sur différents niveaux, mais en particulier à reconnecter avec sa propre histoire. Merci, bonsoir et merci pour ces 3 exposés, ces 3 synthèses qui, pour un néophyte comme moi, expliquent bien pourquoi on a ici l'impression d'un certain immobilisme actuellement et que les choses n'avancent pas. Alors je voudrais, dans la suite de l'exposé de Pierre, dont je disais oublier le nom de famille, qu'il me pardonne, me poser la question, entre le maire et la population de la commune et le député, il faut bien avoir une administration qui travaille. Donc la question que je me pose, est-ce que les partisans du pouvoir ont suffisamment infiltré les rouages de l'administration, qui sont certainement pourris par le dictateur précédent? Je voudrais simplement dire que si vous interrogez le président d'une collectivité locale française qui prend le pouvoir après 2 mandats d'opposition par rapport à lui, il lui faut plus d'1 mandat pour reprendre le contrôle de son administration. Donc la question que m'a inspiré Pierre Puchot, voilà, ça met du temps, Pierre Puchot, c'est est-ce qu'il y a suffisamment de cadres du côté du pouvoir pour contrôler tout ça? On va prendre plusieurs questions. J'avais des questions. Merci, bonsoir. Moi, je voudrais juste savoir si vous pouviez si vous avez des éléments pour nous dire, je serais vraiment intéressé de ça, comment ça se passe les travaux de la Constituante. Mais je veux dire de manière concrète, quoi. Est-ce qu'ils voient tous les jours? Est-ce qu'il y a des sous-commissions? Voilà, est-ce qu'ils prennent des avis extérieurs? Comment ça se passe? Voilà, mais vraiment à la semaine après semaine. Je vous laisse savoir ce qu'il en était de la police et de l'armée. D'abord, un fil de la question concernant la Constituante, et c'est quel est selon vous, qu'est-ce qui bloque en ce moment pour obtenir le consensus? Adnan a parlé du consensus d'octobre 2005. Est-ce que l'absence de consensus à l'actuel de cette étape-là ne vient pas de ça? Surtout que dans la population, je viens de faire un séjour, c'est vrai qu'il y a l'urgence des questions économiques, ça c'est évident. Mais moi j'avais fait le voyage juste après la mort de Chokri Belaïd. De nombreuses personnes, vraiment de toute couche sociale. La question était posée à la pays de Mévia. Les gens disaient, pour nous, la base de la sécurité, c'est le dostor, c'est-à-dire d'avoir un pacte pour pouvoir parler entre nous, discuter, faire du politique et faire toutes les questions. Non, ce qui pose problème en fait à Catherine, je me suis peut-être, j'ai pas été au bout de ma pensée, c'est qu'en fait le gouverneur fait de la rétention dans la signature des papiers, donc c'est lui l'administration, le gouverneur c'est notre préfet, enfin c'est une sorte de super préfet comme en France, mais qui a un petit peu des pouvoirs qui sont autres et un petit peu élargis. Pour que, en fait, ça c'est la version de la municipalité, mais comme l'UJTT dit ça aussi, comme beaucoup d'acteurs là-bas disent ça aussi, au bout d'un moment, je fais le relais de leurs paroles, et pour justement essayer, de mettre de côté la municipalité actuelle qui est non partisane, pour faire ce que Narda essaie de faire à un moment à l'échelle nationale, c'est-à-dire en gros écarter les municipalités actuelles et calquer les municipalités sur le rapport de force en région au niveau de l'Assemblée nationale constituante. C'est-à-dire que
à Kasserine, sur les 8 députés que compte le gouvernorat, 5 sont des Narda. Donc on comprend bien l'idée, et on comprend bien l'idée que dans la perspective des prochaines élections, avoir les municipalités, c'est assez pratique pour les préparer. Donc voilà, donc ça c'est un peu comment ça marche aujourd'hui, c'est un peu l'idée. Les travaux de la constituante, moi d'après ce que je comprends, la constitution est presque terminée, c'est ce que me disent à peu près tous les députés, mais ça fait 6 mois qu'ils me disent ça, donc c'est un peu compliqué. Après il y a d'autres sons de cloche. Au moment de, juste après Chokri Belaïd, justement j'étais évidemment là-bas comme plein de journalistes, et je m'étais amusé à faire un petit décompte des partis des députés de la majorité, pour savoir, juste après l'initiative d'Ahmedi Jbeli, donc le Premier ministre, qui sort un peu comme ça et qui dit maintenant il faut un gouvernement technocrate. Moi j'avais appelé ou contacté la majorité des députés de la majorité parlementaire pour leur demander ce qu'ils feraient, le cas échéant, est-ce qu'ils voteraient la confiance, voilà. Et c'était, si je me souviens bien, de l'ordre de 39-55 ou quelque chose comme ça. Donc il y avait quand même 39-55 en faveur du non-vote de la confiance, mais néanmoins c'était comme ça partagé. Et donc après j'ai discuté un peu avec eux et ils me disent, ce qui pose problème dans la rédaction de la Constitution, c'est qu'il y a une telle migration des députés d'un camp à l'autre, des tels désaccords, voilà, bon, entre les différentes parties de l'opposition, les différents partis de l'opposition, voilà, que ça fait traîner les groupes de travail, grosso modo, et qu'un accord sur un moment, avec des compensations pour plaire à tel ou tel groupe, et ben finalement ils peuvent voler en éclats parce qu'il y a une recomposition politique et donc ça ne marche pas très bien. Et ça, visiblement, ça fait perdre beaucoup de temps. Voilà, après, on est quand même dans la finalisation du texte et il y a beaucoup de députés qui sont assez constants dans leur engagement au même parti que ça, qui disent que ça pourrait être finalisé en 3 semaines. Donc c'est Marzouki disait qu'on aurait un texte avant juillet, c'est ce qu'il disait, c'est ce qu'il dit aujourd'hui. Bon, moi je pense qu'on n'en est pas très loin. Le problème, c'est que je vous dis ça, en même temps j'essaie de poser des questions et j'ai toujours pas une idée de quel régime ce sera. Est-ce que ce sera un régime mixte parlementaire, à l'allemande, français évidemment ils n'en veulent pas depuis le début, ou alors inspiration portugaise, voilà. Sur l'autre question, c'était sur la police et l'armée. L'armée, ça n'a jamais été vraiment un problème en Tunisie depuis le 14 janvier. Par contre, la police, il y a des choses très intéressantes qui se passent en ce moment. Il y a notamment quelqu'un qui s'appelle Tawfiq Dimessi. Moi, j'en ai fait un personnage central de la confiscation de la Révolution. Il y a tout un chapitre sur lui, ou presque, dans le livre La Révolution confisquée. C'est quelqu'un en fait qui a repris plus ou moins, c'est un directeur général du ministère de l'Intérieur, c'est quelqu'un qui a repris plus ou moins les influences de Ben Aliste, avec l'idée de constituer des dossiers sur des gens pour des hommes d'affaires, les faire chanter, etc. C'était un peu ça, il vient d'être écarté, visiblement. C'est avec Monsef Lajimi, qui est quelqu'un qui était sur le devant de la scène, mais qu'en fait était beaucoup moins important que Tawfiq Dimessi. Et donc c'est quand même quelque chose qui signifie que ça bouge quand même. Et c'est, je pense, une très très bonne nouvelle. Ça veut dire que je vous ai dit beaucoup de mal du gouvernement de Narda tout à l'heure, donc je peux en dire un peu de bien. Peut-être ils sont en train d'arriver à quelque chose de ce point de vue-là. J'ai un petit peu l'impression que, en tout cas, ça bouge. Donc c'est intéressant à observer. Et c'est vraiment, c'est difficile d'observer ça. Il faut vraiment prendre sa loupe et souvent les parcours des gens sont assez méconnus et assez compliqués. Mais en tout cas, du point de vue de la police, ça a l'air de bouger. Je pense que le fait qu'il y ait eu ces vagues de répression successives ont permis à des gens de dire stop, c'est plus possible les coups de chevrotine, il faut qu'on réforme la police de l'intérieur et que ça peut-être fournir un arbitrage favorable, en tout cas au sein du ministère de l'Intérieur. En tout cas, je l'espère. Voilà. Oui, un mot sur ce qui se passe dans les gouvernorats et ce qui se passe dans les municipalités. Ça a toujours été le chaînon manquant depuis Ben Ali. C'est-à-dire que les municipalités n'avaient pas beaucoup de pouvoir, déjà, et tout se faisait à l'échelle des politiques gouverneurales, du gouvernorat, ou centrale des délégations, ou au niveau central des politiques, et les municipalités n'avaient pas de rôle guère que l'éclairage public dans certains cas, ou l'affectation, et encore ça se faisait, et il devait avoir une signature de la délégation pour l'affectation d'une parcelle à construire
guère plus. Et donc, on hérite du fait qu'il n'y a pas tant de pouvoir, on est dans une phase de transition, et on n'a pas encore institutionnalisé ou constitutionnalisé le rôle des municipalités dans la nouvelle situation politique. D'autant plus, comme le disait Pierre, la formation après avoir viré les anciens du régime, la formation de ces nouveaux, on appelle les délégations spéciales. Il y a des délégations spéciales, ce n'est même plus des municipalités. Les bureaux sont formés par des gens, des notables locaux affiliés à tel ou tel parti, en fonction du rapport de force, parfois en fonction de la réalité. L'essentiel, c'est que ça ne pose pas de problème, et quand ça pose de problème, c'est les partis au niveau de Tunis qui décident est-ce qu'ils vont au clash ou pas, comme ça s'est passé à Sfax récemment, où toute la population a refusé une partie de la délégation parce que la nomination à Sfax ville était assujettie à la représentation de l'ensemble de la circonscription de Sfax, qui était en résultat inverse par rapport à Sfax ville. C'est-à-dire, en d'autres termes, Nard n'était pas majoritaire totalement comme l'était au niveau de Sfax ville. Elle était majoritaire sur la circonscription, et le fait de calquer la circonscription sur Sfax-Ville donnait moins de place au parti qui était majoritaire sur Sfax-Ville, pour résumer un peu un cas de figure. Donc voilà, c'est encore un élément de transition, un élément que structurellement, d'autant plus que ces élections locales vont être, si un jour on arrive aux élections locales, vont être les plus dures, et c'est celles qui vont déterminer si on a basculé du bon côté ou du mauvais côté. En d'autres termes, est-ce qu'on a fait émerger des élites locales ou pas, du pluralisme local ou pas? Ça, c'est un indicateur que vous devez observer dans 2 ou 3 années ou dans 1 an, quand on arrivera à ce moment-là. Sur les travaux de la Constitution, je n'ajoute rien pour dire qu'il y a quand même un point à comprendre, c'est que la réalité qui a prévalu le 23 octobre 2011, quand il y a eu les élections, elle est complètement changée. Ce ne sont plus les mêmes forces politiques en place, ce n'est plus l'état de l'opinion qui prévaut, on est dans un processus d'accélération ou de changement de rythme de l'histoire qui n'obéit pas à une réalité qui peut admettre qu'on reste 1 an et demi avec le même système politique. Ça change. Il n'y avait pas Nidetous le 23 octobre 2011. Aujourd'hui, c'est une force politique qui représente dans l'opinion, en tout cas pour peu qu'on comprenne, elle est importante. Si je ne parle pas de sondage, je peux dire qu'elle est importante parce que je le ressens dans ces meetings, et c'est un acteur politique majeur qui n'existe pas ou qui est sous-représenté par rapport à son poids réel dans la population. Donc il y a un décalage qui fait que les décisions ne se prennent plus dans l'Assemblée constituante. Les décisions les plus importantes, et Samir Betaïb, qui est un élu très important, parce que bon, voilà, c'est un observateur éclairé et lucide de la situation, disait tout simplement, lui, moi je suis élu, aujourd'hui je vais à la Constitution pour discuter des détails de textes, de telles phrases, etc. Mais le tout se gère en dehors, c'est les accords entre les partis les plus importants qui régissent la tonalité de la Constitution. On était dans une discussion sur les hautes instances, donc on n'a pas fait passer la haute instance du Conseil islamique, on n'a pas fait passer la haute instance des représentants des Tunisiens à l'étranger, on a fait passer la haute instance pour l'information. Aujourd'hui, on est passé à un autre point qui est un peu bloquant, c'est les prérogatives du président de la République. C'est le moment actuel de la discussion. À l'intérieur de l'Assemblée, la Commission, elle discute, mais tant qu'il n'y a pas un accord entre les forces majeures, il ne passera pas à la Constitution. En d'autres termes, je suis en train de le dire à demi-mot, la Constituante aujourd'hui est presque une chambre d'enregistrement des accords qui se font entre les principales forces politiques du pays. Enfin, sur la police et l'armée, je dirais l'armée n'a pas posé de problème, Dieu merci. La police, c'est intéressant de voir qu'il y a du mouvement, par le fait des gouvernants, par le fait des gens qui gouvernent, mais aussi par le fait de la restructuration des policiers eux-mêmes, l'émergence de syndicats. D'une certaine manière, de moins en moins, c'est une boîte noire. De plus en plus, on sait ce qui se passe à l'intérieur de la dynamique du ministère de l'Intérieur, que ce soit à travers les syndicats, que ce soit à travers les journalistes qui peuvent avoir
des informations de type qui permet de voir un peu ce qui se passe. Oui, j'ai deux questions. L'une qui porte sur la raison pour laquelle il n'y a pas de justice transitionnelle qui se met en place actuellement. Mais est-ce qu'on se rend compte que c'était simplement de l'héroïsme de ne pas avoir sa carte au Néo-Destour, puis de ne pas avoir sa carte au RCD dans la Tunisie d'avant la Révolution? Parce que ça voulait dire pas de prêt bancaire, pas de permis de construire, des enfants pas admis à la fac, en tout cas des enfants qui n'auraient pas leur doctorat en médecine, etc. etc. C'est ça que ça veut dire. Donc, est-ce que si aujourd'hui il n'y a pas de justice transitionnelle, c'est parce qu'il y a très peu de gens qui ont été héroïques à ce point-là? Et puis enfin, le Homda dans le patelin, il décidait tout, et il y en avait des dizaines de milliers de Homda. Donc est-ce qu'aujourd'hui on peut comme ça, comment dirais-je, oublier la honte? Vous en avez parlé. Comment faire? Et alors il y a un deuxième point dont personne ne parle, c'est le niveau d'endettement de la population tunisienne. Économiquement, comment ça se passe? Les Tunisiens étaient de plus en plus endettés. L'État faisait tout pour qu'ils s'endettent. Et donc pour se loger, pour acheter la voiture, il y avait d'ailleurs une ostentation de la dépense, même chez des gens très modestes, qui faisait que ça ne pouvait se faire que par endettement. Alors aujourd'hui, comment ils font? Parce qu'ils ne peuvent plus rembourser. Comment ça se passe concrètement? Ce sont plutôt des questions qui s'adressent à mes collègues, mais il y a au moins un point sur lequel je voudrais revenir, c'est sur cette présence du parti. Combien d'encartés? 2 millions, plus. On a dit le chiffre de 2 millions sur une population de 10-11 millions. C'est évidemment énorme. Pour autant, moi c'est le seul point sur lequel j'ai envie de réagir. Pour autant, je reste rétive à toutes les explications en termes de contrat d'obéissance. Là-dessus, j'ai peut-être un désaccord avec mon voisin. Cette idée de carte du parti contre la sécurité, de consentement finalement à la dictature, je n'y crois pas. Parce que cette notion de contrat est trompeuse. Quand on pense que c'est quelque chose qui a duré pendant une cinquantaine d'années, quand vous êtes né dans un système pareil, vous ne pouvez pas parler de contrat, parce qu'il n'y a pas de liberté de choix. Donc voilà, je voulais réagir non, mais sur... quand vous choisissez, vous le payez très très cher. Et dans une famille, sur plusieurs générations. Sur plusieurs générations, bien sûr. Mais peut-être qu'il y a aussi une forme d'anonymisation du coût. On prend sa carte comme on prend, je dirais maintenant, une carte de téléphone. Peut-être qu'il y a aussi une capacité de dépasser cette histoire. Pour ceux qui ne s'y sont pas engagés, je dirais, à corps perdu ou avec un profit trop évident, il me semble qu'elle peut quand même être dépassable. Tout comme, là aussi, pour faire un parallèle, combien de gens avaient leur carte du Parti communiste, mon Dieu, et n'ont pas tous été traités comme des collabos ensuite, après la chute du mur de Berlin. Je crois qu'il y a cette... le nombre fait aussi que ça va être plus facile peut-être à vivre, ce qui n'empêche pas la nécessité de purger, d'une certaine façon, cette mémoire et de passer par un processus de justice transitionnelle qui ne soit pas seulement cathartique, comme ça a été au Maroc, mais qui donne lieu véritablement à justice et réparation. Sur la question de la justice transitionnelle, je voudrais juste vous conseiller un livre qui est absolument super, qui s'appelle La justice traditionnelle, voilà, qui est paru chez Folio il y a, à la fin 2012 par une jeune chercheuse qui s'appelle Cora Andrieux. C'est sa thèse qu'elle a écrite pour la publication. C'est vraiment un travail vraiment remarquable parce qu'en fait c'est des études comparées de cas à peu près tous les endroits où il y a eu une ébauche de justice transitionnelle, et donc après ça met en perspective les difficultés de les appliquer ou pas et de les réinventer en Égypte et en Tunisie. Juste sur l'histoire du contrat, moi je crois pas du tout à cette idée de la pleine adhésion du contrat, mais je crois que le contrat est trompeur en fait. C'est pour ça que j'avais choisi de faire... mais je crois que le contrat existe quand même.
qu'on a l'impression, du côté tunisien, du côté de la population tunisienne, d'avoir tiré à un moment un avantage de ce contrat passé avec la dictature, et cette idée en fait qu'on passe un contrat direct avec le dictateur. Je pense à quelque chose de très précis, en fait, à quelqu'un qui s'appelle Olfar Yahi, qui est une blogueuse aujourd'hui bien connue en Tunisie, et je lui avais consacré presque la totalité de mon 8e chapitre de mon second livre. C'était quelqu'un qui était en fait d'un milieu, on va dire bourgeois, mais pas non plus, très très riche, enfin pas non plus dans l'entourage des Trabelsi et voilà, et qui en fait avait dans l'idée de monter son entreprise. Tout le monde lui disait mais non, si tu fais pas partie du Sérail, tu n'auras pas tes aides. Et elle a essayé, elle s'est adressée à peu près à tous les ministères, et elle a fini par avoir une bourse pour montrer son entreprise. Donc elle se disait la Tunisie c'est pas extraordinaire en termes de liberté d'expression, mais à côté il y a la Tunisie, et puis il y a la menace islamiste. Enfin bon voilà, elle adhérait un peu à tout ça, tous ces mythes qui étaient générés par la dictature, et elle disait moi par ailleurs je suis jeune, j'ai ma liberté d'entreprendre et l'État m'aide, donc voilà, donc effectivement Ben Ali pour moi c'est pas le principal problème. Et en fait pour elle, elle raconte ça, le moment où elle s'est retournée, c'est quand elle a vu, donc quand elle a appris effectivement qu'on pouvait s'immoler parce qu'on n'avait pas de travail. Elle s'est dit bon, le président de la République là, notre père en fait, hein, c'est toujours cette idée du père de la nation dont on a besoin, qu'on convoque et tout ça, avec lequel on passe un contrat directement face à face. Et Ben Ali va dire j'ai été trompé, c'est un scandale ce qui se passe et tout. Sauf que Ben Ali n'a pas du tout dit ça. Il a dit mais comment ça, c'est terroriste, voilà. Et puis on a bien compris après de la répression ce qu'il voulait dire. Et là, elle s'est complètement effondrée. Et là, le contrat, pour le coup, a été rompu. C'est-à-dire qu'elle a pris connaissance réellement des termes dans lesquels elle avait signé. Et bon, par ailleurs, sa vie a complètement changé. On était en décembre 2010, hein, donc aux personnes qui lui ont reproché d'avoir bougé un peu tard, je me rappelle quand même qu'en décembre 2010, personne pense que la dictature va tomber. Donc elle a quand même été très courageuse. Elle avait une émission de radio à l'époque. Elle a dit des choses sur antenne qui étaient assez violente, elle est partie de chez elle, bon, voilà, menace, tout ça. Donc je pense que c'est ça, hein, le contrat, c'est des gens qui ont l'impression, ou qui ne peuvent pas faire autrement, ou les deux, de signer un contrat qui les avantage et qui les fait participer à la perpétuation de la dictature. Et c'est ça qui est très compliqué, et c'est ça qui est très compliqué dans la justice transitionnelle, et c'est pour ça qu'il faut absolument qu'il y en ait une. C'est-à-dire qu'il faut que les gens non seulement fassent face à leur bourreau, mais fassent face à leur propre passé à eux-mêmes, ce qu'ils ont fait, et pouvoir, pour certaines, avoir un pardon, pouvoir se pardonner. Voilà, c'est tout un processus national qui doit être engagé, et c'est pour ça que c'est absolument problématique que les gouvernements successifs qui se sont succédés jusque-là aient pensé que c'était pas leur rôle d'enclencher ça. Personne n'empêchera non plus de penser que s'ils ne l'ont pas fait, c'est parce que la transition politique a été menée par des gens de l'ancien régime. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est des gens comme Kamel Gendoubi, Yad Ben Achour, tout ça, qui expliquaient qu'il n'y avait pas de messager à la révolution tunisienne, qu'il y avait un message mais pas de messager, que les gens de la révolution n'existent pas. On voit ce qu'il en est avec Catherine, avec des gens qui gèrent la municipalité de manière assez impressionnante. Voilà, ils existent quand même ces gens-là, mais bon, on a fait comme s'ils n'existaient pas, et on a mis les gens de l'ancien régime, très impliqués, ou alors des gens du Néo-Destour comme Tchoubeli, Kaïd Sepsi. Ces gens-là sont quand même proches des gens qui étaient les premiers responsables de la perpétuation de la dictature. Tous ces hommes d'affaires, Mabrouk aujourd'hui, qui ne sont absolument pas inquiétés, ont une responsabilité directe là-dedans. Donc bon, je veux dire, c'est aussi pour ça que la justice transitionnelle a été mise en place, et ça, par exemple, c'est quelque chose aujourd'hui... ça existe toujours. Hein. Vous ne pouvez toujours pas parler de Marwan Mabrouk dans certains journaux parce que j'ai censuré un paragraphe entier. Quand je parlais de lui, c'était le seul paragraphe qui a été censuré dans un magazine qui s'appelle Réalité, parce que Réalité tire des gros bénéfices de ces pubs, des pubs d'Orange Tunisie, et qu'Orange Tunisie, c'est Marwan Mabrouk. Donc on est encore dans quelque chose comme ça, et c'est très problématique quand même. C'est très problématique. Donc cette justice transitionnelle, il faudrait qu'elle finisse vraiment par arriver. Moi, je pense qu'il n'y aura pas de justice transitionnelle. Voilà, qu'on soit bien clair. Qu'on soit bien clair, et je pense qu'il faut qu'on arrête avec cette chimère-là. Parce que elle était possible le 23 octobre au soir. Elle était un peu plus... elle était un petit moins possible le lendemain, et toujours moins possible
aujourd'hui, et elle sera définitivement enterrée pour la simple raison que, on va dire, les forces, j'aime pas ce terme-là, mais c'est le parti État. Aujourd'hui, on ne peut pas juger l'ensemble des fonctionnaires ou des gens qui ont représenté quelque chose dans ce régime-là, parce que tout simplement, c'est la survie de l'État qui en dépend. Les gens qui sont au gouvernement, qui ont gouverné, qui ont eu le pouvoir au lendemain des élections, la Troïka au pouvoir, les NADA, étaient beaucoup plus pris par la volonté de garder ce pouvoir-là et donc de céder des accords avec les rouages de l'État, des accords de transition, mais entre-temps, il y a une force qui s'appelle Midday Toons, avec laquelle je suis allié aujourd'hui, clairement, et je le dis d'une manière assez directe et franche, mais à l'intérieur de cet amas-là, il y a tous les gens qui ont peur de nada, et il y a une blanchissement d'une partie des reliquats de l'ancien régime qui sont en même temps nécessaires pour la continuité de l'État et de transition. Et donc la justice transitionnelle, elle n'aura pas lieu aujourd'hui, peut-être qu'elle aura lieu dans 10 ans, dans 20 ans, si jamais on décide de revisiter cette histoire-là, comme on revisite aujourd'hui l'histoire du gouvernement du Vichy en France. C'est ça le truc. Et par contre, là où il est possible, et on refait le lien avec les jeunes, avec le 9 avril 1938, c'est que probablement la vraie rupture, c'est la rupture avec l'émergence d'une certaine jeunesse au devant de la scène et l'émergence d'un mouvement de jeunes. Et on voit que les jeunes, paradoxalement, c'est eux qui ont rompu le contrat. Le contrat du bourguibisme, c'est le paternalisme. C'est la famille tenue par le paternel. C'est tu sors pas. Je suis le représentant de Bourguiba à l'entreprise, à l'école, à la classe, à la maison, à machin. Donc le méta-paternalisme, il est mort. Il est tombé. C'est ça, ce contrat-là. Il est rompu avec l'affranchissement d'une génération et la libération d'ailleurs des parents de ce pacte-là. De ce pacte malsain. Mais cette génération-là qui est sortie aujourd'hui, elle n'est pas au poste de pouvoir, ni dans les partis, ni dans l'institution, etc. Et progressivement, l'avènement peut-être d'un mouvement de génération, peut-être qu'il amènera un autre moment de transformation, mais moi je ne pense pas que ça se fera avec la classe politique ou avec l'élite politique actuelle. Le ministre de la justice transitionnelle, qui est l'aile, on va dire, politiquement libérale et socialement intéressante de Nada, le fameux Samuel Dib, il a fait un projet. À lire le projet, moi je l'ai lu, je le prends, je le signe tout de suite, même si je ne suis pas d'accord avec 99%, mais aucune volonté politique de le faire. C'est une controverse, donc je vais rajouter un peu, parce que je vois qu'il est 56, donc j'ai encore 1 minute et je laisserai, voilà. Moi je comprends pas, et il y a un truc qui me fait très très peur, et j'entends oui, il faut du temps et tout ça, moi je suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'on a déjà perdu trop de temps sur cette question-là, et la preuve c'est qu'il y a déjà des gens qui commencent à renoncer, et je suis désolé, je ne comprends pas. Mais oui, tu dis, moi, se tutoyer parce qu'on se tutoie. Non. J'ai dit qu'avec la classe politique actuelle, ça ne se fera pas, c'est tout. Si je puis juste dire ça, tu dis ça d'un côté, et de l'autre côté, tu dis qu'il y a un mal nécessaire, le fait de réinstaller des gens dans l'Iné Tounès qui sont un peu des rapports avec l'ancien régime et tout. Pourquoi un mal nécessaire? Moi, j'aimerais que tu me dises ça, et surtout, comment est-ce qu'on détermine quel est le mal nécessaire? À lui, c'est un mal nécessaire plutôt qu'un autre. Comment ça se passe, en fait? Comment est-ce qu'on fait la part des choses entre à lui, il a un petit peu collaboré, ça va, c'est bon, lui, pas trop, lui, éventuellement? Comment est-ce qu'on fait la part des choses? Et comment est-ce qu'on peut faire la part des choses s'il n'y a pas un processus de justice transitionnelle? Moi, c'est quelque chose que c'est une interrogation que j'ai, par exemple, puisque, voilà, on va parler des choses clairement, dans la recomposition politique qui se passe aujourd'hui en Tunisie, dans ce qui se passe autour de l'île de Tunis, représente-t-elle vraiment quelque chose chez les Tunisiens? Représente-t-elle vraiment la soif de justice et de dignité des Tunisiens, cette recomposition politique? Je ne suis pas sûr. Et est-ce que ce mal nécessaire, il est vécu comme tel par la majorité des Tunisiens? Je ne suis pas sûr non plus. Enfin, c'est bon.
Je regarde un peu de l'extérieur, mais voilà. Quand même. On est arrivé à la controverse à 8h moins 5. C'est intéressant. Tout d'abord, moi, je ne dis pas que je renonce. Loin de là, je suis à Paris, je ne suis pas à Tunis et je ne dirige pas mon parti, je ne dirige que une partie du parti qui est là. Mais par contre, je ne dis pas que c'est un mal nécessaire. Je n'ai pas dit... peut-être qu'il y a des gens qui le considèrent comme un mal nécessaire. Moi, je dis simplement que c'est une réalité politique. Point. C'est une réalité politique qui est émergée et je m'interroge comment elle a émergé. Peut-être j'en suis responsable, mon parti en tant que parti est héritier ou acteur important des luttes démocrates, peut-être que je suis responsable. Je dis aussi que dans Nida Tunis, on ne retrouve pas tous les RCDistes. Par contre, on retrouve une autre partie des RCDistes qui est ailleurs, qui est dans l'autre camp et qui est structurée et qui est en préparation pour s'allier et qui travaille au sein même des différents partis d'ailleurs au pouvoir et qui collaborent au sein de la Troïka de diverses positions. Donc d'une certaine manière, donc moi personnellement j'aurais aimé qu'il y ait un parti qui soit beaucoup plus important comme le mien dans l'opinion publique parce qu'on peut faire la synthèse entre le bourguibisme et les luttes démocrates et qu'on peut capitaliser là-dessus pour une force de l'avenir avec un vrai projet de société. Aujourd'hui, Nida Tunis n'a pas de projet, tu as raison de le rappeler, mais c'est une réalité, ça c'est la première chose. La deuxième chose, je ne le diabolise pas. J'ai appris que diaboliser dans la situation politique tunisienne, c'est aller vers une situation, c'est une masse de gens qui sont là pour diverses raisons et qui convergent dans ce moment politique. Je vois aussi que la situation politique, elle évolue très vite, que ce qui a été créé dans un an peut changer dans les 6 mois ou les 1 an prochains parce que c'est une réalité changeante, mais la réalité politique aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de Nada et qui se retrouvent dans cette dynamique politique-là qui s'appelle Nida Tunis, c'est une réalité qui s'offre à nous. Peut-être cette réalité, elle repousse le truc, peut-être aussi c'est la défaite des démocrates qui n'ont pas été suffisamment capables de capter le moment et de capter l'opinion publique et de fonder des partis, ça c'est aux historiens de le dire. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est une réalité politique et je ne suis pas certain que, en tout cas, la composition politique actuelle permette, avec cette configuration, d'aboutir à une justice transitionnelle. Il faut peut-être un autre mouvement de fond, certainement. Il y a beaucoup de gens qui sont attachés dans moi et dans beaucoup de militants dans divers partis et beaucoup de cadres qui sont attachés à ça. Et il y a peut-être un moment politique qui peut casser ce statu quo actuel, mais il y a un petit statu quo qui repousse la justice transitionnelle, aussi bien chez Nada qu'ailleurs.